Qui a le plus d'orgueil entre vous deux? Ah, là, en tout cas, c'est clair. Là, c'est clair. Je l'ai vu dans le regard. Là, il y a donc E-Link, le fameux truc qu'on a fait, et j'ai mis une hache. Ouais, avec du sang, on est d'accord? Oh non, c'était pas du sang, mais tu peux... Si, je m'excuse, mais... C'est tellement... Je m'excuse, hein, peut-être comme vous êtes dedans, vous vous rendez même peut-être plus compte, mais c'était rien. Il est parti pendant 7 ans, il est revenu, la boîte avait triplé, on a repris comme si c'était lundi, voilà, c'était un lundi, on a repris... C'est exactement ça. Trouver des boîtes à racheter, c'est simpliste. Hein. Donc, toutes les boîtes sont à racheter. Hein. Donc même ici, on vient, on paye le prix qu'il faut et on vend, il n'y a aucun souci. Ah oui, tout le monde dit pas ça, hein. Chez vous, c'est ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode BFF Start Vie. On est chez FIC aujourd'hui avec Robert. Salut Robert. Bonjour Thierry. Et Cédric. Bonjour Thierry. Cédric le CEO, Robert le CTO, co-founder. Depuis combien de temps? 16 ans. Incroyable. Donc maintenant, le principe il est très clair, très simple. Pardon, je vous pose des questions. Vous répondez chacun sur votre petit tableau. Vous trichez pas, ça vous regarde, mais on saura de l'autre côté si vous êtes des gens tricheurs ou pas, et on retourne en même temps la réponse et on compare les réponses. Parfait. D'accord. Ce qu'il faut faire avant de commencer, s'abonner et commenter. Première question, elle est très simple. FIC, c'est quoi en des mots simples? Et question bonus, combien il y a d'employés aujourd'hui chez FIC? En mots simples. En mots simples. Cédric va gagner ce point. Voilà, moi je suis prêt, mais j'écris très mal. Alors ça, il faut savoir que c'est une constante. On n'a jamais des gens qui écrivent bien, donc ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, FIC, c'est la mémoire d'une entreprise, en mots très simples. Ok. Voilà. Et combien d'employés? Nous sommes aujourd'hui aux alentours de 500, et je ne connais pas le nombre exact. Cédric le saura mieux. Moi c'est CRM et Marketing Automation Software, c'est ça qu'on fabrique chez nous, et on est 550. Ok, donc Cédric, en mots simples, CRM Automation Software. Ça, c'était le mot simple pour dire à un public qui ne sait pas c'est quoi un CRM, c'est quoi FIC. Oui. Et ça sert à quoi? Gérer les clients d'une entreprise, à faire en sorte qu'ils soient plus contents, mieux embarqués, mieux aidés, et qu'ils génèrent finalement plus de revenus pour une entreprise. Ça correspond à la mémoire de l'entreprise. Mémoire articulée autour des clients et de la relation client de cette entreprise. Qui a raison pour le chiffre? Je crois que c'est moi, mais à 10 près. La date de votre première rencontre, à vous deux, c'était où et quand? L'année, c'est bon? Non, parce que l'année, il n'y aura pas de discussion. C'est le mois. Ouais, merci Robert. Mais voilà un peu de, tu vois. Est-ce qu'on peut se rappeler son anniversaire de mariage à l'année? Non, hein. Alors, Cédric, à toi cette fois-ci? Le lieu, c'est Boisfort chez Link Software, ou Bruxelles. L'année, c'est 1999, septembre. Mais le jour, honnêtement, Je crois septembre, ok. Moi, je crois que c'était juillet, mais je peux me tromper, je ne suis pas sûr. Juillet 99, chez Link Software, dans la grande villa, le château, hein, dans lequel on était logé à l'époque avec une quarantaine de personnes, à l'époque, je crois, dans une grande villa à Boisfort, hein, donc très sympathique. Voilà. Un peu comme ici, quoi, villa, enfin, je veux dire... un peu plus smart. Un peu. Donc vous rencontrez dans une société qui fait du software, de tous les deux développeurs. Oui. Robert, toi t'es le boss. À l'époque, pas encore, j'étais aussi. Okay. Mais un peu plus tard, oui. Okay. À partir de 2000, enfin 6 mois plus tard, j'avais repris la direction du développement de ce produit. Est-ce que tout de suite vous comprenez que vous ferez des grandes choses ensemble, vous travaillez ensemble? Comment elle s'est créée cette relation d'associés? Bonne question. À mon avis, non. On était simplement des collègues avec une appréciation mutuelle. Hein, voilà. On voyait bien que ça marchait bien, mais on était dans une équipe d'une petite dizaine de personnes au développement. Et notre réelle collaboration dans une structure un peu plus proche de ce que nous connaissons aujourd'hui était 3 ans plus tard, en 2002, hein, lorsque justement cette société a déposé son bilan et ensemble nous avons repris le fonds de commerce de cette société. Donc cofondateur depuis 20 ans. C'est pas FIC. Hein, oui, c'est pas FIC. Oui, d'accord, il y a eu un projet avant, tout à fait. Mais c'est déjà dans l'autre structure. Depuis 2002, oui. Donc ça fait presque 20 ans. 19 ans et 6 mois. Qu'est-ce qui est prévu pour les 20 ans? Il y a un petit resto, il y a quelque chose? C'est une surprise, peut-être que c'est une surprise, on ne peut pas... On va l'oublier, ce n'est pas une date qui nous est très chère, je crois. Parce que c'était quand même une aventure qui a démarré très difficilement, donc on a été mis à la porte par le dépôt de bilan, donc par une faillite, ce qui est vraiment pas gai en tant qu'employé. Donc nous, on était employés de cette structure et on a trouvé ça
horrible, injuste, hein, parce qu'on est aidé par le Fonds des faillites, qui est un organisme belge, mais l'aide de ce fonds vient 1 an après la faillite, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et donc ça nous a donné un drive pour faire en sorte que les entreprises soient suffisamment rentables pour que ça n'arrive pas à nos employés, à nous. Donc je pense que ça a été une bonne école de management, avec les exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Okay. Ce qu'il ne faut pas faire, non, on a une vraiment école de mismanagement. L'école de mismanagement. En disant, voilà, que ça c'est vraiment ce qu'on ne veut jamais avoir à gérer en tant qu'entrepreneur, et on s'y attelle depuis là. Et quel était le déclic de vous lancer à 2? On ne s'est pas lancé à 2, on s'est lancé... non, pour reprendre l'entreprise, on était 5, je crois. Ouais. Plus un investisseur. Avec d'autres collègues. Et un investisseur qui nous a permis de racheter le fonds de commerce. Ça c'est en 2002. Donc la première aventure entrepreneuriale, on était 5 plus, donc on était 6 en fait. Mais donc à la fin de cette aventure-là, on a revendu ça après 3 ans. Et là vous êtes lancé à 2. Exact. Les autres étaient partis parce qu'on était nous-mêmes, quoi. On les a dégoûtés probablement. Okay. Donc il n'était plus là, on était les seuls qui restaient. Et donc la question ne s'est pas vraiment posée, est-ce qu'on repart à 5 ou pas? On était à ce moment-là plus que 2. La question se pose quand même, on repart à 2? Est-ce qu'on repart à 2? On aurait pu ne pas repartir ou repartir seul, effectivement. Donc pourquoi? Et donc essayez de vous remettre, donc 18 ans, 17 ans à l'avant, qu'est-ce qui vous fait dire on part à 2, on lance Effici? Parce que à 2. Je crois qu'on a toujours apprécié la synergie qui existe entre nous deux, où je suis, même si Cédric était également un développeur, je suis beaucoup plus l'homme technique, et Cédric a une grande fibre commerciale et de gestion que j'ai nettement moins. Et c'est cette synergie qui est nécessaire pour construire ce genre d'entreprise. Il faut d'un côté un produit, donc un aspect technique, et d'un autre côté, il faut savoir le vendre et le présenter au monde, et pour ça il faut l'aspect de vente, de marketing, les contacts sociaux, où voilà, c'est quand même, voilà, il y a le développeur et le reste du monde. Voilà. Donc ça c'est vrai ça? C'est absolument vrai, et ça se voit aussi dans les équipes actuelles. Voilà, pour les développeurs, le contact social est beaucoup plus compliqué que pour un vendeur, et ça explique pourquoi chacun fait son métier, bien sûr. Et clairement, il est important de retrouver dans l'entreprise ces 2 grands axes. Et il faut trouver un équilibre entre les deux. Je crois que notre collaboration a été un bon équilibre entre tout ça. C'est ça. Top. Donc, la complémentarité qui a permis de la complémentarité, puis on n'avait pas fait le tour de la question non plus. On était toujours... on aimait bien ce qu'on faisait. On a quitté le projet précédent dans un certain concours de circonstances, mais on n'avait pas fini voilà, on voulait continuer à collaborer sur un sujet de soft, donc on ne voulait pas faire autre chose que du soft. On était encore très bien dans ce secteur-là, et c'est ça qui nous a poussé à dire tiens, voilà, on a la possibilité de faire un exit, de réinvestir dans un nouveau projet tout neuf, et c'est comme ça qu'on s'est lancé à 2 plutôt que seul ou avec d'autres. Lequel d'entre vous deux est le plus bosseur? Oh, tough one. Ma réponse est tous les 2. Réellement, il y a... Je montre ce que j'ai écrit. Voilà. Ok. Alors, derrière la caméra, on me dit, ouais. C'est pas qu'on vous croit pas, mais c'est trop... On a eu des périodes où on a travaillé tous les jours. Je me souviens de 2005-2006, en début de FIC, que j'ai passé une année où j'ai travaillé 360 jours sur 365. Donc, ça c'est vrai, ça, parce que parfois on dit ça et... C'était vraiment vrai, oui. Okay. Et donc, parce qu'il fallait sortir le produit, et donc qui était attendu, et voilà, il n'y avait pas le choix. Et donc, s'il le faut, nous faisons ça. Et Cédric également, s'il faut, on a ce genre de motivation et d'ambition. Mais bon, pas sur le long terme, bien sûr. Ça, c'est pas vivable pendant 15 ans, mais pendant des périodes courtes, oui. Déjà, un an, comment on fait pour tenir? Comment on tient un an quand c'est comme ça? Il faut l'expliquer à la famille, et, et voilà. Le début est très compliqué parce qu'on travaille énormément, et il y a... enfin, en tout cas, c'est comme ça que nous, on a fait. J'ai peut-être travaillé les premiers jours, sans doute un peu moins que Robert, mais je me suis sans doute rattrapé aussi après. Non, mais voilà. C'est en toute transparence, c'est pour ça que j'avais mis égal. On travaille vraiment quand il le faut, de manière sans compter, en fait. Et c'est vrai que le début, on n'a aucun retour financier. Donc moi, on a commencé l'entreprise en n'étant pas payé.
Donc ni Robert ni moi. Et puis on a changé ça, mais moi je suis resté sans salaire pendant 2 ans à peu près. Et donc ça c'est compliqué parce que on travaille 6 jours sur 7, 7 jours sur 7, et puis on n'a pas d'argent. C'est vrai que c'est compliqué pour la famille de se dire on a un boulot, on a un investissement qui est démesuré et peu ou pas de revenus, donc c'est très risqué, quoi. C'est ça qu'il faut bien expliquer, il faut que la famille l'accepte, parce Voilà. que sinon ce n'est pas une situation saine. Même si la famille l'accepte, la situation C'est n'est pas saine. n'est pas très saine non plus. D'accord. Voilà, disons. Mais en on vérité. peut le supporter un certain temps. Et bon, après, bien sûr, ça s'est un peu calmé et on a réellement démarré. Mais Je pense qu'au plus ça avance, et finalement, au plus simple ça devient, parce qu'en plus on a une équipe de gens qu'on a choisis, donc qui sont forcément des gens qu'on apprécie, etc. Et en même temps, on a un certain succès qui nous dit on ne travaille pas pour rien, quoi. Donc moi, je trouve que les premières années étaient de loin les plus difficiles en termes de charge de travail. Oui, parce qu'on doit faire beaucoup et on fait beaucoup de choses sans être... Bon, j'ai eu un rôle plus éclaté que celui de Robert, donc je ne faisais pas que le produit, donc je faisais le marketing, parfois le support, parfois j'installais les serveurs, enfin, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on fait des tâches sur lesquelles on n'est pas très bon, quoi. Moi, en tout cas, j'ai fait beaucoup de tâches sur lesquelles j'étais moyen, où je devais apprendre tout sur le tas, comme on dit. Et donc ça demande de faire des investissements qui sont démesurés par rapport à la valeur ajoutée qu'on amène. Ce qui n'est plus le cas à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui font les installations de serveurs, le support, enfin, qui font ça super bien, dont c'est le métier, qui font ça avec passion, donc c'est devenu plus simple. Tant mieux. Génial. Génial. Moins simple. Quel plus d'orgueil entre vous deux? Là, en tout cas, c'est clair. Là, c'est clair. Je l'ai vu dans le regard. je vais quand même... Voilà. Ouais, voilà. On sent mieux qu'on l'a écrit, non? On sent mieux, évidemment. Alors, la réponse? C'est moi. Voilà, ok, on est d'accord. Est-ce que c'est un défaut, ce composant, ou est-ce que c'est le CEO d'une boîte, c'est normal, il faut, tu vois, voilà, comment... Mais je peux mieux répondre à ça, je crois, parce que je crois que c'est important, parce que ça pousse l'ambition. Ok. Et aussi, Cédric est aussi plus ambitieux que moi. Et si nous sommes aujourd'hui avec une entreprise qui est beaucoup plus grande qu'il y a 15 ans, c'est en grande partie à cause de l'ambition de Cédric. Donc, à mon avis, c'est lié, c'est plutôt positif dans ce sens. Ça fait partie aussi de l'aspect compétiteur, en fait. Donc, quand on est orgueilleux, on est compétiteur. Et pour réussir en vente, alors c'est pas la même chose pour les aspects techniques, mais en vente, il n'y a pas de place pour le deuxième, quoi. Si on fait son boulot parfaitement, mais que le mastodonte américain gagne le client, on a tout perdu. Donc, il faut vraiment avoir cette gagne, donc, qui est un peu liée à l'orgueil pour moi. Et je pense que c'est important pour tout ce qui est vente. Et donc nous, on a été drivés par ça, effectivement. Et voilà. Top. La compétence business ou l'autre est le meilleur? Génial. Est-ce que vous pouvez montrer votre réponse, tous les deux? C'est plutôt la connaissance du marché, hein, Ok. c'est plutôt ça. Moi, j'ai mis management HR. Il a un taux de turnover dans son équipe qui est proche de 0, donc ça prouve qu'il fait ça bien. Ou en tout cas que les gens apprécient la façon dont il le fait. La compétence business ou l'autre est le plus nul? Ouf. Vous pouvez faire semblant de réfléchir, faites semblant, je sais pas, il n'y a pas de... J'ai mis les négociations financières. Ok, et toi t'as mis quoi? Délégation. Ok. Plus pertinent que moi. Robert ne négocie pas, donc il ne fait pas de négociations financières. Ok. Il dit voilà, c'est ça le, Ok. le résultat de c'est ma plus réflexion. C'est plus rapide. Ceci a le bon résultat. Voilà. Et pour Cédric, délégation, c'est peut-être un de ses points faibles, c'est qu'il a du mal à complètement confier quelque chose à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, à dire, voilà, ceci c'est ta responsabilité et tu t'en occupes de A à Z et à la fin je verrai bien le résultat. Cédric a parfois du mal à lâcher ça. Et il a tendance à surveiller et alors parfois faire en sorte que la personne qui devrait assumer la responsabilité se sente un peu tout le temps suivie et ne sent pas réellement qu'elle a cette responsabilité. Je pense que c'est un défaut sur lequel je dois travailler. Et donc,
avec Robert, j'ai moins ces défauts, ou je ne l'ai pas du tout, parce qu'on se connaît depuis 20 ans et que je ne le suis jamais en fait. Je ne fais aucune réunion de suivi avec Robert. Par contre, je fais des réunions de suivi avec tous les autres, donc ceci confirme cela. Mais je ne pense pas le faire dans une optique de contrôle. Je pense le faire justement dans une optique de délégation. Je fais des réunions de suivi, mais c'est 30 minutes par semaine, donc c'est pas non plus... Et je le fais depuis la nouvelle équipe de direction, je ne l'ai pas toujours fait. Donc je délègue quand même mieux qu'avant, mais c'est vrai que ce n'est pas encore parfait. Donc je dois encore faire beaucoup de travail sur moi-même. Et il y a une certaine culture très forte dans cette entreprise qui vient de moi, qu'on a définie ensemble, mais que je porte et que je lead. Hein. Et c'est vrai que avant que ce soit... quand je délègue une tâche, ça doit vraiment s'inspirer de cette culture-là. Et c'est pas quelque chose qui est toujours automatique. Donc voilà, il y a peut-être un petit besoin de contrôle, mais c'est presque du coaching. La plus grande crise que vous avez vécue entre vous deux, et comment vous y avez survécu à cette crise? Bon, je vais l'expliquer, hein, parce que c'est vraiment illisible pour le coup. Putain, j'ai de tricher, bah, j'arrive à rien du tout. Ok, vous retournez alors votre réponse? En 2010, donc, Ah, voilà. entre 2010 et 2017, en fait, j'ai quitté l'opérationnel de l'entreprise. Ah. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai quitté l'opérationnel de l'entreprise, entre autres parce que j'étais fatigué, justement, avec les efforts investis. J'étais vraiment épuisé, et donc j'ai fait autre chose, plein d'autres choses, et je suis revenu en 2017, je crois, oui, en octobre 2017. Donc ça fait 4 ans. Attends, mais ça c'est vraiment incroyable. Donc tu as quitté 2010-2017. Déjà, comment tu étais fatigué? Comment est-ce que ça se met déjà, un fondateur qui part, le précédent, donc qui reste... Je restais au sein du conseil d'administration, donc je restais proche de l'entreprise, mais pour tout ce qui était l'opérationnel, le développement du produit, il y avait, depuis lors, on avait une petite équipe de développement, je n'étais plus tout seul, comme je l'étais en 2005 ou 2006, et donc cette équipe a repris ça, avec un peu de difficulté, mais finalement on s'en est très bien sorti. Mais donc tu as quitté pendant 7 ans le personnel. Ben là, je suis désolé, on commence une autre interview, mais ça, il faut qu'on en parle. Comment ça se vit ça, tu vois, parce que vous en avez bien compris, c'est hyper rare de voir cet associé qui quitte le personnel, mais ne revient pas. Alors, tu étais fatigué, ok, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous dire, 2017-2017, quels sont les projets de tu as mis l'énergie? J'ai fait d'autres projets, entre autres un moteur d'échecs. J'ai développé un programme d'échecs que j'ai commercialisé aussi, et qui, pendant quelques années, a été un des meilleurs moteurs d'échecs du monde. Okay. Bon, il y a déjà longtemps maintenant. Donc, je parle là de 2012-2013. Et bon, j'ai fait plein d'autres projets un peu plus petits. Mais bon, on est toujours resté, bien sûr, très proches, très en contact. Et donc, chaque année, Cédric me posait la question, Robert, quand vas-tu revenir? Et donc, il a fini par lâcher, quoi. Et donc, en 2017, je me sentais à nouveau avec plein d'énergie pour ce projet-ci, pour le projet du produit CRM. Et donc, je me suis relancé. Enfin, c'est complètement dingue cette histoire. Je m'excuse, on va parler de ta réponse. On va vraiment revenir à ça, mais on doit un peu traîner. Elle est alignée, hein, donc, sauf l'année. Moi, j'avais mis 2007, mais c'est parce que je ne me rappelle plus. Et j'avais mis les négociations avec le troisième partenaire. Tu peux juste montrer le... Mais je me suis trompé sur l'année, c'est pas 2007, c'était 2010. Oui, mais 2010 n'est pas bon aussi. Peut-être, en tout cas, on parle du même épisode où Robert a décidé de quitter l'opérationnel. Oui, de manière un peu abrupte. Ça n'a pas été une grande crise personnelle, honnêtement. Comme dit, voilà, on a continué à se voir dans les boards et on a géré. Voilà, on n'a pas eu j'ai pas eu la volonté ou l'envie de le sortir de l'actionnariat, ou comme ça se voit parfois. Au contraire, j'ai travaillé, je l'ai travaillé au corps pour qu'on recommence à une autre dimension, je dirais. Puisqu'on a grandi assez fort pendant ces années-là. Et je pense que ça fait partie aussi de qui on est dans la boîte, on est ouvert et on accepte, voilà, il faut que les gens soient bien dans l'entreprise pour être performants. Et voilà, maintenant, qui sait, si on avait continué à travailler à ce moment-là, on aurait peut-être encore été plus vite. Mais bon,
c'est la vie, et puis c'est tout. Et parce que toi, tu viens en 2017, c'est plus du tout la même boîte qu'en 2010. Ah non, non, plus du tout, non. Ah non, et quand t'es parti, on était 30 peut-être, max. Et quand tu es revenu, on était 100... À peu près le double, je crois. Enfin, non, on était déjà 100. Hein. Non, peut-être 80 en 2017. 2017, non, on était juste avant Idylle, donc on était une bonne centaine. Ah, peut-être, ok. On était une centaine. Peut-être bien. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en 2017, oui, donc pas loin de la centaine. En 2010, on devait être entre 20 et 30, et puis quand il est revenu, on devait l'entreprise avait bien évolué, et donc c'est chouette de retrouver un bébé et de c'est trop fou. Retrouver un peu donc plus plein grand. de gens avaient entendu parler de Robert, t'avais peut-être croisé un jour de Serge dans les couloirs, te connaissaient pas, et toi t'es revenu. C'est vrai. Et ça s'est fait sans mal, ça, parce que, allez, soyons honnêtes, c'est tellement... Moi, j'ai jamais lu, entendu, vu une situation pareille, donc c'est super chouette que quelque chose est plus... Ça s'est fait pour les équipes, ça a été très naturel, très naturel. Je pense qu'il a apporté aussi, je parlais de son talent de manager, de chef d'équipe, je pense qu'il a amélioré la qualité de l'équipe en général, et ouais, ça a fait beaucoup de bien. Et dans l'équipe R&D, les gens me connaissaient à travers le code. Ils me connaissaient beaucoup. Et, oui. Et comme je n'étais pas là, il y a comme ça des légendes qui se créent. Et donc, ils étaient contents de voir la légende revenir dans l'entreprise et voir que non, c'est pas si légendaire que ça. C'est simplement... Ah, c'est un être humain, oui. Voilà. Parti vivre dans une cabane pendant 7 ans en ermite, il revient sur... Et donc des parties de code que personne n'a jamais osé toucher oui. pendant que je n'étais pas là. Enfin, donc il y a ce genre d'éléments. Incroyable. Incroyable. Mais ça s'est vraiment très bien passé, je crois. Donc, oui, tout à fait. Et honnêtement, c'est peut-être la plus grande crise, mais ce n'était pas une crise. C'est tellement... Je m'excuse, hein, peut-être comme vous êtes dedans, vous vous rendez même peut-être plus compte, mais c'était rien. Il est parti pendant 7 ans, il est revenu, la boîte avait triplé, on a repris comme si c'était lundi, voilà, c'était un lundi, on a repris... C'est exactement ça. On a eu, dans l'équipe de management, on a plusieurs personnes qui nous ont quittés et qui sont revenus. Ouais. Ok. Donc c'est assez courant. Oui, on trouve que c'est pas si exceptionnel que ça, en réalité. Donc... Mais parce que ça fait partie de l'évolution de la boîte. Donc la boîte évolue beaucoup, change de dimension. Donc parfois certains disent bon, ok, je suis plus, ça m'intéresse plus, ou bien je suis pas là où je veux être. Et puis bon, ils partent, et puis finalement ils reviennent. C'est ça. Depuis, je sais pas, depuis 5 ans, on a plus de 40% de croissance annuelle en compound annual growth rate, et un secret pour tenir là-dedans, c'est qu'il faut être ultra flexible et ultra dynamique, donc tant du côté de l'entreprise que du côté des collaborateurs. Et donc si on ne peut pas l'être en tant que dirigeant, comment demander au staff de l'être? Très très bon, très très bon. Cédric, c'est toi qui pars, qui le remplace. Je sais qu'il ne le remplacera pas. Moi j'avais la réponse, je vais la noter, mais malheureusement, oui. Ok. On va peut-être écrire la même personne, mais il est pour l'instant malade. Cette personne n'est pas à dispo. Voilà, ok. On Yannivar, passe à la même personne. Voilà. Donc on a un chairman avec qui je m'entends très bien et qui a fait ce qu'on veut faire à une très grande échelle, puisqu'il a participé à une boîte où il est rentré quand ils étaient 100 et il est sorti, ils étaient 13 000. Il a fait 35 acquisitions, 35 intégrations, etc. Ah oui, 35. Voilà, en quelques années. Ouais. Il s'appelle Yannivar Borgensen. Et on s'est dit, voilà, si jamais je me crache en avion, peu importe, au moins ad interim, il peut devenir CEO. Malheureusement, il est depuis 2-3 mois très malade. Et donc, dans l'état actuel des choses, ça n'est pas faisable. On lui souhaite le meilleur. On souhaite que toi, tu ne te craches pas dans un avion non plus. Hein. C'est pas une question qui amène ça. Mais peut-être que toi aussi, tu voudras aller faire un moteur d'échecs ou un moteur de jeu de dames, tu vois, pendant 7 ans. La date à laquelle vous avez su, le moment à laquelle vous avez su qu'Efficiel est un succès. Moi, je mets 31/8/2005. Voilà, oui, voilà. J'ai hésité. J'ai mis 2006. Ah, voilà. putain. Alors donc, pourquoi toi 2006 ? Parce que c'était la sortie du produit. Et que donc, avant d'avoir un produit, on peut difficilement prétendre à une entreprise réussie. Il faut un produit. Mais une fois qu'il était là, et je pense à cette date, à notre première démo devant un public, effectivement. C'était en mai chez Porsche. Chez Porsche, en plus, oui. Voilà. Et voilà, c'était vraiment le déclencheur. Maintenant, on a quelque chose et
on va le réussir. On avait quand même cette ambition. Parce que tu avais de l'ambition ou parce que tu avais déjà des retours alors chez Porsche, ça s'était bien passé Non, parce qu'avec aussi notre expérience passée chez Link Software, mais aussi des années précédentes, on savait qu'il y avait un marché pour ce genre de produit. Et donc, il n'y avait qu'à. Hein, il n'y a qu'à, et voilà. Bon, il y a eu des périodes beaucoup plus difficiles. Donc, il y a eu des périodes où on a cru que notre ambition n'allait pas se réaliser. Et notamment, c'est peut-être la question suivante. Voilà, on va en parler plus tard. Alors. Mais moi, j'ai mis le 31/8/2005, c'est-à-dire la date où on est passé chez le notaire pour créer la boîte, parce que j'étais persuadé que ça allait être un succès. Alors, j'étais pas persuadé qu'on arriverait à 550 personnes. Pour moi, arriver à 550 personnes, c'était un genre de moonshot, donc on n'était pas du tout là. Mais j'étais persuadé qu'on allait arriver à un certain succès, à faire une boîte de quelques dizaines de personnes. Ça j'en étais vraiment persuadé. Et parce qu'on avait une bonne équipe, on savait ce qu'on voulait faire, on avait un plan straightforward. Il y avait relativement peu de risques. Il y avait beaucoup de choses à faire, mais il y a peu de risques. Mais bon, par contre, l'échelle du succès, ça je ne l'avais pas du tout anticipé. On a eu des discussions avec Robert en 2005, 2006, où on parlait de faire une boîte de 3-4 millions. Et je disais, mais vous êtes cinglés, il faut rester sur Terre. Et in fine, maintenant, on fait 20 fois plus que les rêves les plus fous qu'on avait à l'époque. Donc, je pense que être certain qu'on ait un succès, c'était clair depuis le début, mais l'amplitude est venue petit à petit, en fait. N'est pas été surprenante, mais c'est vrai que si on m'avait dit il y a 16 ans, tiens, voilà, est-ce que tu vas faire une boîte qui sera peut-être une licorne, j'aurais dit, probablement pas. Je ne sais pas si on disait d'ailleurs licorne en 2005, probablement pas. Moi, j'ai lu aujourd'hui quelqu'un en Belgique de respectable, hein, mais appelait les boîtes de 100 millions des poneys. Et ça, c'est quand même spécial. Tu as bossé autant, ta boîte vaut 400 millions et on t'appelle un poney. Mais non, merci quoi. C'est quoi cette histoire? Voilà, un poney. Ouais. Poney, Omar Mout, si tu nous regardes, qui est pourtant vraiment un intellectuel respecté de la sphère d'entrepreneuriat. Un poney, 400 millions, non, ça on n'est pas d'accord. Mais le vrai nom c'est Centaure, hein, mais il s'est trompé à mon avis. Parce qu'il est néerlandophone. Peut-être ça. Et quel est pour vous le facteur le plus important qui a permis ici de passer de cette boîte qui allait être une boîte sympa de 3-4 millions même peut-être pas, à cette boîte qui maintenant 150 personnes, Centaure, pré-licorne? J'ai mis l'ambition dont Robert en parlait tout à l'heure. C'est également ambition. Il faut avoir l'ambition et ça manque souvent en Belgique ou en Europe en général, hein, cette ambition. Après, il y a le focus sur le client. Ça peut paraître banal, mais pour une entreprise comme la nôtre, il n'y a que ça qui compte. Et puis, le troisième facteur de notre réussite, c'est une gestion saine. Et c'est ce qu'on avait donc appris chez Link Software. C'est qu'il ne faut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et donc ça peut paraître aussi assez élémentaire, assez banal, mais réellement faire en sorte que à chaque phase d'évolution de l'entreprise, qu'on se retrouve dans une situation saine et qu'on respecte une gestion de bon père de famille ou de common sense. En tout cas, pas d'argent dans la déco, ça c'est sûr. Et regardez où on en arrive, comme quoi. Et toi, tu as mis ambition équipe? Oui, les équipes, parce qu'on est une entreprise de soft, donc on a que des gens en fait. Et c'est aussi quelque chose qui a changé dans ma propre vision de mon rôle et de l'entreprise, c'est que, je dirais il y a 15 ans, la gestion des ressources humaines, ça ne m'a jamais vraiment passionné. Hein, donc il y a peu de CEO que ça passionne, mais même gérer les équipes et l'ambition, les plans de développement, la satisfaction des équipes, etc., c'est quelque chose que je ne comprenais pas, mais vraiment intrinsèquement. Pour moi, quand on travaillait, on avait un salaire et c'était ça le contrat, quoi. Donc il n'y avait pas besoin de plus. Toute démonstration de satisfaction passait par cette espèce de salaire, fin du mois. Et donc là-dessus, j'ai quand même beaucoup évolué et je pense que c'est super important dans une entreprise de soft parce qu'on travaille avec 80% ou 85% de nos coûts
c'est les employés, le staff, les développeurs, les vendeurs, etc. Et donc là-dessus, on a pu compter sur vraiment des équipes qui nous ont accompagnés, qui se sont montrées ultra flexibles, qui ont travaillé aussi parfois comme des dingues. Je me rappelle avoir travaillé avec certains sur des migrations clients, parce qu'on avait effectivement un super focus client, mais on travaillait sur des migrations jusqu'à 4-5 heures du matin. Les premiers jours, ça arrivait, quoi. Et les fondateurs, mais aussi un ou deux personnes du staff. Bon, c'est parfois le week-end, etc. Beaucoup moins maintenant. Comme j'ai dit, les premiers jours étaient vraiment les plus durs en termes de charge de travail. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir des chouettes équipes qui nous ont suivis. Et est-ce que dans ce trajet-là, où l'ambition, l'équipe, tout ça sont des facteurs clés, est-ce qu'il y a un moment que vous jugez déterminant, un moment dans ces 20 ans qui a fait ce changement d'échelle, quoi, qui dit OK, là on change de... Non. Enfin, je ne sais pas si je devais écrire... Je crois aussi non, c'est plutôt une évolution. C'est une évolution. Mais qui s'est accélérée il y a 5 ans à peu près, je crois. Donc il y a quand même eu un coup d'accélérateur. Un coup d'accélérateur. Il y a 5 ans. Quand on a repris Ideal, c'était la plus grande acquisition qu'on a fait. Et ça nous a vraiment... Ouais, ça a accéléré. C'était aussi une évolution. On avait à l'époque 120 collaborateurs, je crois, et on rachetait Ideal qui avait 90, 100 collaborateurs. Donc c'était vraiment presque une fusion. Et ça a accéléré. Mais même ça n'a pas été trop surprenant pour les équipes. On avait déjà fait pas mal d'acquisitions auparavant. C'est un des secrets quand on fait un build-up. Hein, chez nous, j'ai souvent ça quand on pose la question, c'est comment ça se passe une acquisition, etc. Mais chez FIC, c'est un non-event. C'est moi qui briefe l'équipe pendant 5-10 minutes et puis c'est fini. Tout le monde retourne travailler. Personne n'est ému de ça. On a une équipe intégration qui fait le boulot. Bon, eux sont évidemment un peu plus qu'émus parce qu'ils doivent vraiment beaucoup travailler, mais le reste de l'équipe est vraiment préparé à ça et c'est une machine qui tourne, quoi. On n'a pas... Donc ça, on va justement arrêter de devancer toutes mes questions, s'il vous plaît, parce que sinon je vais te virer de ma propre émission. Donc en effet, le build-up, vous êtes une structure qui, comme beaucoup d'autres, pour la croissance en rachetant aussi des boîtes extérieures. Est-ce que vous pouvez nous reparler du premier achat? C'est quoi le premier? Ah ben ça c'est déjà... triche pas Robert, hein, laisse chacun... C'est e-link, hein, mais enfin ça dépend. Aucun respect des règles, ouais, mais bon. ça. Je vais faire un petit dessin, ça je peux faire. Voilà, ça, on peut être créatif. Je fais un petit dessin. Ce dessin est incroyable, il restera déjà comme un moment iconique de cette émission. Voilà. Donc tu as écrit quoi? J'ai peu de souvenirs. Okay, voilà, la grande différence. Et toi, ça me dit plus rien. J'ai écrit e-link, le fameux truc qu'on a fait, et j'ai mis une hache. Ouais, avec du sang, on est d'accord? Oh non, c'était pas du sang, mais tu peux... Si, je m'excuse, mais c'est quoi alors? on peut dire que c'était... tu peux assimiler ça à du sang. Ok, mais raconte, pourquoi? Moi, je me rappelle très bien, parce que c'était, d'une part, c'était une transaction très difficile qui venait... il y avait un aspect légal qui était impliqué. C'était la boîte qu'on avait revendue 3 ans auparavant, qu'on a racheté en fait, et qu'on a intégrée. Alors il y avait un côté très facile à cette intégration, parce qu'on connaissait leurs produits, on connaissait tout, voilà, on connaissait les clients éventuellement. Ce qu'on connaissait pas, c'est que donc, on leur avait vendu une boîte très florissante, qui faisait 100 000 € de profit par an, et 3 ans après ou 4 ans après, on a revendu ça quand? Non, c'était 5 ans après, c'était en 2010, donc 5 ans après, pardon. Je confonds un peu les dates, mais donc 2010, c'était le rachat, donc 5 ans après, eux avaient fait une boîte qui perdait 300-400 000 € par an. Et donc nous, on a racheté cette boîte parce qu'on connaissait bien et qu'on se dit, voilà, on va restructurer, et puis on va refaire ce qu'on avait fait en 2002, quoi. Sauf qu'à l'époque, Robert était plus en opérationnel, et donc c'était plutôt moi qui allait refaire le truc. Avec ce qui explique mon manque de souvenirs. Et je me rappelle très bien qu'on avait besoin pour faire le rachat de 600, 700 000 €, peut-être 800 000. J'avais fait un plan à ING. ING était notre seul banquier à l'époque. Et donc je leur avais demandé 800 000 € de crédit pour financer ce truc-là. Et donc, ils me sont revenus
en disant on n'accepte pas de prêter 800 000, on accepte de prêter 100 000. Ça, les banques, on peut vraiment les adorer, quoi. On a dit oui pour le projet, mais c'est 100 000 au lieu de 800. Voilà, on serre la main. Ça pose pas de problème, hein, non. Et cette boîte perdait 300 000 400 000. Enfin, à l'époque, on était petits, hein, donc on existait depuis 4 ans et demi. Et donc, c'était des montants inimaginables pour nous. Et donc là, c'est pour ça que j'ai dessiné la hache, c'est qu'on a restructuré cette boîte à la hache. Donc en 4 semaines, j'ai viré la moitié du staff. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, enfin quand même. Et puis quelques semaines plus tard, tout le reste du staff est parti, du staff de la cible. Ce qui n'était pas un problème dans ce cas très particulier où on connaissait très bien le produit, les clients, donc on n'a pas eu trop besoin du staff. Si aujourd'hui on fait une reprise comme ça et que le staff se casse, on est mal, mais là, à l'époque, étant donné le contexte, ça a quand même été. Et donc on a transformé cette boîte qui faisait un peu moins d'1 million de chiffre d'affaires et 400 000 de pertes en une boîte qui faisait 600-700 000 débits positifs en 10 semaines, quoi. Et sans financement des banques, sans financement de personnes. Donc enfin si, on s'est financé sur, je ne sais pas si je peux dire ça sur un podcast, mais on s'est financé avec la TVA, en ne pas payant la TVA, en ne pas payant l'ONSS. C'est exactement pour ça qu'on est venu filmer, Cédric, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. On a été, ric-rac pendant... Et donc moi je me rappelle très bien parce que on est vraiment ric-rac. Donc on l'a dit, on ne voulait pas dépenser l'argent qu'on n'avait pas, mais c'est peut-être la seule exception où, je dirais, un peu abandonné par ING, on a décidé de prendre un gros risque avec l'entreprise, Et donc voilà, ça nous a aussi mis le couteau sous la gorge pour restructurer très vite et avoir un haut niveau de qualité. En tout cas, c'est une belle expérience de rachat. Cette hache est vraiment incroyable. Print screen dans un cadre, dans votre prochain bureau, elle sera là-dedans. Justement, comment on fait pour repérer des boîtes à acheter? Donc, mettez un peu on va dire, la plus grande qualité qu'il faut pour repérer une boîte, puis on parlera de ça après, comment vous faites pour... Robert a dit avant qu'il suffisait de lire des mails, bon, j'ai pas très bien compris ça. Voilà, c'est ça que je vais mettre. De lire des mails. Voilà, oui. Moi j'ai mis qu'il fallait un côté vendeur, parce que trouver des boîtes à racheter, c'est simpliste. Hein. Donc, toutes les boîtes sont à racheter. Hein. Donc même ici, on vient, on paye le prix qu'il faut et on vend. Il n'y a aucun souci. Ah oui, tout le monde dit pas ça. Hein. Tout le monde, chez vous c'est ça. Si le prix est juste. Non, si le prix est... C'est quoi un prix juste, bien sûr. Hein. Ce que je veux dire, c'est que toutes les entreprises sont à vendre. Il suffit de mettre le prix auquel les gens disent pour ce prix-là, je vends. Ouais. Ce qui est difficile, c'est d'acheter à un prix de marché ou un prix raisonnable. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et donc ça rend... C'est un métier double en fait. Il faut travailler comme un vendeur, donc il faut avoir un pipeline de sociétés à acheter, etc. Mais il faut en même temps avoir les qualités d'un acheteur, et donc faire en sorte qu'on fasse jouer le marché, qu'on ne paye pas des prix complètement fous. Moi, je peux acheter, franchement, 100 boîtes après-demain, en payant des multiples qui ne sont pas sérieux. Oui. Et donc, alors comment vous faites? Parce que si j'ai compris chez vous, ce process est internalisé. Vous faites les deux? Non. Pas enfin, ça dépend, qu'est-ce que tu appelles par internaliser? De repérer, d'abord. Ouais, comme ça, oui. Oui, on travaille là-dessus on a une petite équipe interne, on a notre long list. Quand on perd des affaires contre des concurrents, on les contacte. Hein, souvent, c'est comme ça que je rencontre beaucoup de dirigeants. Soit on gagne une affaire contre eux, soit ils gagnent une affaire contre nous, je les appelle. Une affaire, un appel d'offres, un client, quoi. Un client, c'est pour oui, tout à fait, pardon, un client. Une fois qu'on a ça, on a une relation, quoi. Et donc, on ne fait pas nécessairement un deal tout de suite. Parfois, ça met 2 ans, parfois, ça met 6 mois, parfois, ça met 4 ans, ça dépend. Mais c'est un marché qui est tellement fragmenté et où la compétition US a des moyens tellement gigantesques que les acteurs de taille petite se rendent bien compte qu'ils doivent faire quelque chose. Okay. Donc c'est pas comme si on arrive dans un marché où tout roule Madame la Marquise. Donc, on est quand même sous pression de la part des clients, de la part des features à développer, du produit à développer, etc. Donc on a besoin d'investir, enfin nous, mais aussi tous les autres concurrents, d'investir quand même lourdement dans les développements.
et le faire dans son coin, comme Inès en France, ils étaient combien dans l'équipe de R&D 6, 7, enfin à un moment donné, on peut Tu veux pas. c'est plus crédible, quoi. Et c'est vrai que on a l'avantage dans notre projet de build-up d'avoir, enfin, je sais pas si je dois expliquer ce que c'est un CRM, je dois expliquer ce que c'est un build-up ou non. Bah, build-up, vas-y, oui, Ouais. c'est comme votre stratégie. Ça fait partie de notre stratégie. Donc on a une croissance organique et une croissance par acquisition d'entreprises concurrentes, ce qui dans le jargon s'appelle un build-up. Mais donc c'est vrai qu'on a beaucoup de petits acteurs qui ont besoin d'un projet. Et donc j'ai rencontré beaucoup de concurrents qui avaient exactement le même projet que nous, c'est-à-dire de faire un build-up dans le CRM européen. La seule différence par rapport à nous, c'est que nous, on l'a fait déjà 10-15 fois, eux l'ont fait 0 fois, donc ils ont pas les financements, ils n'ont pas le track record, ils n'ont pas les fonds, ils n'ont pas l'équipe pour intégrer, ils ont pas la culture. Donc comme je disais, chez nous ça marche bien, parce que quand on fait une acquisition, c'est un non-event. Dans la grande majorité des boîtes, quand ils font une acquisition, c'est branle-bas de combat, tout le monde doit commencer à se réorganiser, etc. Nous, on sait ce à quoi s'attendre, quoi. Et qu'est-ce que vous regardez alors? C'est quoi les indices que quand vous traquez les boîtes? C'est quoi les éléments qui sont... si tu veux regarder ton marché pour voir qui a acheté dans n'importe quelle industrie chez toi, c'est quoi que tu regardes les facteurs les plus... Nous, on regarde la géographie, pour nous c'est important, on veut devenir le champion et l'alternative européenne au CRM, donc on veut vraiment être partout en Europe, et donc ça veut dire que les grands marchés européens sur lesquels on est très peu ou pas assez, typiquement l'Italie, l'Allemagne, on a des toutes petites présences, quelques clients, mais on n'est pas assez présent du tout. Là, ce sont des marchés qu'on regarde avec haute priorité. Si c'est des marchés dans lesquels on est déjà, comme la France par exemple, ou la Suède, on regarde quand même, mais avec un intérêt, je dirais, un petit peu moindre. Et ce qu'on regarde aussi beaucoup, c'est les sociétés qui peuvent apporter des offres complémentaires, donc qui peuvent apporter une brique technologique qu'on n'a pas, comme on vient de faire avec Apsys, qui est un outil de marketing digital qu'on n'avait pas dans l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on regarde comme type de cible, mais en gros, ce sont des cibles qui soit confortent notre volonté de construire un leader européen, soit vont ajouter une brique technologique ou produit qui peut être utilisé par nos clients. Et alors en termes de taille, au plus c'est grand, enfin je dirais au plus on préfère. C'est comme quand on fait une vente, c'est vraiment la même chose, on préfère faire une grosse vente qu'une petite vente, parce que c'est un effort qui est comparable pour faire le deal. Et après, quand on fait une grosse vente, on a plus de synergie, plus de retombées positives, si tout se passe bien, évidemment. Et dans les 15... Toi, tu avais écrit par contre une boîte de messagerie. Une boîte de messagerie. C'est la boutade pour dire que ce n'est pas si compliqué, parce qu'on est dans un marché avec beaucoup de joueurs, énormément de joueurs, beaucoup trop. Tout le monde est conscient de ça. Et donc, les initiatives de fusion, d'acquisition, de build-up sont assez courantes dans notre environnement sur ce marché. Et donc il faut juste être à l'écoute et essayer de trouver bien sûr les bonnes cibles, les cibles intéressantes géographiquement ou parce qu'ils proposent quelque chose que nous n'avons pas encore. Et après, l'aspect le plus dur, c'est bien sûr la négociation. Et voilà. Et donc justement, on va en parler. C'est très très bon, Robert. Toujours. C'est quoi la négociation qui était la plus dure parmi les 15? J'ai mis 2010 E-Link. Voilà, j'ai mis pareil. Okay. C'était le premier. La première était la plus dure, notamment à cause d'ING. Parce qu'il fallait financer. Oui. Il fallait financer, que ce n'était pas fait. Qui avait plein d'acteurs, c'était un sac de nœuds. Compliqué, plein d'actionnaires, etc. Mais aussi, c'était parce que c'était la première acquisition. Et donc aujourd'hui, c'est devenu plus ou moins banal pour nous. Hein, ça devient simplement, ça fait partie de notre activité. En 2010, c'était tout à fait l'inconnu. Et donc c'était c'est ça, on n'avait aucun benchmark. Un risque certain. C'était un grand risque, on ne savait pas si on allait pouvoir faire cette restructuration, on ne savait pas le type de synergie qu'on allait réellement obtenir. Plein d'inconnus, plein de benchmarks qui nous manquaient quant à la valorisation. Donc il faut se remettre dans le contexte de 2010, c'était quand même un peu moins foisonnant, je dirais, sur le marché.
Et donc c'était effectivement beaucoup plus difficile. Maintenant on a l'expérience, on a les 15 derrière nous, et on a nos benchmarks, voilà, on sait si on surpaye un peu ou si on sous-paye un peu, on sait tout ça. Et donc on l'accepte en toute connaissance, ou on le refuse en toute connaissance de cause. À l'époque, on a pris un risque plus fort que d'habitude. Ouais. Est-ce que vous avez justement un conseil à donner avec ces 15 rachats qui ont été faits, quelqu'un qui va se lancer et faire sa première acquisition? Un conseil que vous pourriez donner un conseil pour acheter bien et à bon prix? Ça n'arrive jamais, ça. Je vais l'écrire en néerlandais. Mon conseil, c'est zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ça veut dire qu'il faut oser agir. Hein, si on est trop doux, hein, si on n'ose pas introduire le changement, eh bien, à terme, ce n'est pas la bonne solution. Donc, il faut oser imposer le changement, chercher un consensus, mais en même temps, chercher à réellement pousser l'entreprise dans la direction qu'on voit. Et je crois que c'est ça, pour moi, le conseil le plus important. Ouais, c'est vrai que souvent, je parle à des entrepreneurs qui... Non, alors j'ai pas écrit ça. Moi, j'ai mis préparer sa structure, Okay. Donc préparer le staff de l'entreprise à justement faire cette reprise, éventuellement leur dire, voilà, il faut que l'entreprise qu'on acquiert, il faut que notre culture soit adoptée par eux et pas nécessairement toujours faire des compromis, sinon on arrive dans une sorte de canard boiteux d'entreprise un peu mixte qui fait... Voilà, il n'y a pas de mauvais modèle d'entreprise. Le modèle de la cible est sans doute très bon, le nôtre est sans doute très bon, mais quand on va ensemble, on ne peut pas dire on va faire les deux. Okay. Ça ne fonctionne pas. Okay. Et donc ça, c'est ce que je pense Robert voulait dire en disant il faut oser imposer le changement, en disant voilà, les gars, c'est plus comme ça. Maintenant, on va plus comme ça, ou on n'y va plus. On veut peut-être aller au même endroit, mais on va aller par un autre chemin, qui est notre chemin, qui est notre façon de faire. Et ça, c'est de temps en temps, c'est difficile. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du nombre de reprises qu'on fait, on va de plus en plus vite. Parce qu'on sait que voilà, c'est une étape nécessaire. Et il vaut mieux, comme quand on a un sparadrap à enlever, il vaut mieux qu'on le tire vite. Ça fait mal un tout petit peu. On perd sans doute quelques collaborateurs dans la bagarre parce qu'ils n'adhèrent pas au nouveau projet. Mais au moins, voilà, c'est clair pour tout le monde. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle route. Et on la suit, et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de quitter le bateau. Et on est dans un secteur quand même où personne n'a de difficulté pour trouver un emploi. Donc on n'est pas dans un secteur où on va conserver des salariés qui sont vraiment mécontents. Okay. C'est une chance qu'on a aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que si on a des salariés qui nous disent « Oh, je ne crois pas à votre truc », ils partent, quoi. Et ils retrouvent un boulot dans les 15 jours, il n'y a aucun problème, surtout dans les fonctions techniques, mais même dans les fonctions sales, marketing, etc. On est dans un secteur, on a la chance d'être dans un secteur où il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si on était dans un secteur où c'était peut-être plus compliqué pour les gens de retrouver un emploi, alors il y aurait sans doute un plus grand... c'est plus dur en fait de faire accepter la culture parce que les gens restent et s'accrochent finalement à leur emploi parce qu'ils ont besoin de manger, de faire manger leur famille. Et puis... Et du coup, c'est sans doute un peu plus compliqué dans des secteurs comme ça. Mais voilà. Et tu dis que ça n'arrivait jamais donc, de payer une entreprise? Ah oui, le bon prix. Enfin, le pas cher, c'est à bon compte. Hein. Ça m'est jamais arrivé en tout cas. Alors, je ne suis pas Bernard Tapie, hein, mais enfin, Bernard Tapie, il a quand même fait pas mal d'échecs avant de faire quelques bonnes affaires, ce qui est bien aussi. Hein. Mais à nouveau, dans notre secteur, qui est le SaaS, qui est le CRM, etc., les attentes des cibles sont souvent assez bien informées, informées par rapport au marché boursier, donc qui ont une cote qui est par définition, qui est souvent en tout cas plus élevée que ce qui se fait en private equity ou ce qui se fait dans le milieu industriel. Et donc c'est vrai que dans notre cas, on a presque jamais acheté au bon prix. On a ce qu'on appelle notre formule, que j'appelle la Always Wrong Formula. Donc on a notre formule, notre benchmark qui dit voilà, une entreprise, on l'évalue selon 5-6 critères, et on tombe sur un prix qui est jamais accepté. Mais bon, au moins ça donne le benchmark. Et ça veut dire qu'on est prêt à surpayer X% de ce prix. Mais pas 100% par exemple, ou pas 80%. On peut aller 20, 30, 40, 50%. Et qu'est-ce qu'il y a dans la formule? C'est quoi les... C'est un mix entre chiffre d'affaires récurrent, croissance et EBITDA. Okay. Cash EBITDA. Et donc, de là sur un prix,
Tu vas proposer ce prix. Voilà, ils sont jamais d'accord. Ok. Et donc ils nous disent, voilà, parfois ils sont jamais d'accord au début, et puis ils nous disent, voilà, c'est 4 fois ça. Bon, ok, à l'année prochaine. Et donc l'année prochaine, on recommence. Ma formule est toujours la même, donc je reviens avec un prix qui évolue en fonction de leur métrique. Est-ce qu'ils ont évolué, oui, non, etc. Et souvent, on parvient quand même à faire en sorte que ça se touche. Ok, et comment toi tu fais? Tu arrives à t'arrêter, dire j'ai vraiment. Parce que c'est ça aussi, comme pour ceux qui n'ont pas encore acheté de boîte, quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin, parfois tu as du mal à te dire je vais attendre. Donc toi tu arrives dans un processus de vente qui est lourd, hein, parce qu'il faut mesurer avant les choses et tout. Ça peut être stratégique pour toi et tu arrives à te dire ce sera pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine. C'est ça d'avoir fait 15 fois, c'est de pouvoir dire. Il y a. C'est ça qui rend le processus schizophrène en fait. C'est que, comme dit, en mettant n'importe quel prix, on peut signer n'importe quel deal demain. Donc si on n'a pas de limite à la hausse, on peut acheter n'importe quelle entreprise demain. Même les gros américains, il suffit de mettre 100 milliards, on met 100 milliards, c'est bon. Donc c'est une vue de l'esprit, mais c'est pour dire, on ne peut pas rusher trop. Si on rush trop, ça veut dire qu'on surpaye. Déjà qu'on surpaye, mais alors, si on veut signer demain, là on surpaye encore beaucoup plus. Et donc une des dernières négos qu'on a eues cette année, on a gagné 5 millions d'euros en patientant un mois. Juste. Mais donc c'est ça, en fait, le conseil, c'est la patience qu'il faut pour les gens qui veulent. Ce qui parfois alors fait qu'on rate le deal aussi. Qu'on rate le deal. Voilà, on a eu des cas en Allemagne. On a eu des cas en Allemagne. Voilà. On a raté le deal. C'était aussi pour 5 millions, je crois. Non, peut-être même un peu plus. Je crois que c'était 6 millions de différence entre notre offre et l'offre qu'ils ont reçue. Mais bon, voilà. Là aussi, on s'est dit, notre prix max, avec tous les trucs, on s'est dit, voilà, c'est ce prix-là. Ils sont venus en disant, voilà, on a reçu une offre à 6 millions de plus. On leur a dit, bonne chance, quoi. Donc, il faut... Et c'est dur pour un vendeur, parce que on parlait de l'orgueil, de la compétition. Ce jour de défaite, comment toi tu le vis alors? Ou d'échec? C'est même pas un échec, on arrive deuxième, quoi. Hein, donc on arrive deuxième, et donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'arriver deuxième. Dans mon monde, arriver deuxième ou arriver dernier, ou ne jamais arriver, c'est exactement la même chose. Donc c'est assez difficile. Et c'est pour ça qu'il faut être un peu schizophrène. Donc j'ai, je pense, cette qualité d'être à la fois très radin et en même temps vouloir vendre. Donc ou acheter. Donc ça fait de moi un candidat natural born to make build-ups. Mais c'est vraiment deux qualités qui sont difficiles à combiner. Et il faut rester cool. Il faut avoir un board qui aussi cadre ça. Hein. Donc là, j'ai la chance d'avoir un bon board qui me permet de rythmer, de pas faire tout et n'importe quoi, d'avoir quand même des contrôles internes qui sont nécessaires, quoi. Parce que sinon on se dit, on y va, on fonce, on a besoin de signer ça, on signe et hop, et on prend des décisions trop risquées. Et ça, c'est pas arrivé, ça? À part 2010, on n'a pas fait que des super réussites en reprise, mais on n'a pas eu d'échecs cuisants non plus. Franchement, on a fait quelques très très grands succès, et on a fait quelques reprises bof, je dirais, qui n'étaient pas des succès, mais qui n'étaient pas non plus des grands échecs. Tu seras d'accord? Oui, bien sûr, clairement. Toi, tu trouves que pour l'instant, on paye cher, quoi? On paye toujours trop cher. Hein. Même si on a gagné 5 millions, c'est toujours trop cher. On est d'accord là-dessus. Hein. Les vendeurs, ils doivent pas vendre, hein. Enfin ça dépend. De temps en temps, ils doivent vendre, et là on est en très très bonne position pour faire les deals, mais si les vendeurs ne doivent pas vendre, on achète des boîtes. C'est ça qui est terrible aussi dans mon métier actuel, c'est que on a acheté une boîte récemment, là, cette année. Les gars font entre 1 et 2 millions d'EBITDA cash, tous les ans, depuis 5 ans. Et donc tous les ans, ces actionnaires touchent pendant l'an, chacun 500 000 euros par exemple. On peut forcer ces gens à vendre, mais c'est quand même pas simple, quoi. Ouais, on est d'accord. S'ils n'ont pas envie, Win for life, ils n'ont pas envie, quoi. C'est et on peut rien contre ça, c'est comme ça. Et donc mettre ces gens-là sous pression. En Allemagne, c'était pareil. Ils gagnaient, je pense, 2 millions d'euros par an.
Ils étaient 2 associés, 1 million chacun. Bon, on peut forcer ces gens à vendre, mais s'ils veulent pas, ils nous font ça, et voilà. Et donc il faut rester très humble, très sympa, créer des relations. Moi, c'est comme ça que je fais, je crée beaucoup de relations. Je leur parle de notre projet de consolidation. C'est habituellement un projet qu'ils entendent. Et voilà, ça peut durer des années, et souvent on se recroise, et parfois pour un mieux, quoi. La patience quand même. Hein. La radinerie, la patience et le projet commun. Je vais pas exagérer à ce point-là, mais en tout cas d'avoir une conscience des coûts. Réaliste. Voilà, conscience des coûts. C'est quoi le truc le plus compliqué post-achat quand même? Voilà. Tu as écrit quoi? Moi, j'ai écrit Apsis, c'est ce qu'on vient de faire, ce qui est toujours en cours. Ah, que c'était le plus dur. En tout cas, pour moi, côté technique, développement, c'est clairement le défi le plus important, hein, parce qu'il y a vraiment un grand défi pour faire en sorte que cette équipe soit bien intégrée dans ce que nous faisons. Donc, tu veux dire que leur code était mauvais? Non, mais ils ont une autre façon de travailler. Donc, ils sont organisés d'une façon très, très différente, avec des systèmes DevOps, qu'on appelle ça, mais bon, peu importe. Oui. Et donc, c'est un grand défi pour faire collaborer ces deux façons de travailler. Et bon, on est en train d'introduire des changements, mais il faudra s'y mettre. Faut s'y mettre. Moi, c'est un commentaire plus générique, qui n'est pas sur la dernière reprise, qui a un gros défi, comme a dit Robert. Je ne contredis pas ça, mais j'ai marqué earn-out renégociation. On passe des heures et des heures, mais vraiment des heures et des heures, des jours et des jours, à designer des earn-out. Vous voyez ce que c'est les earn-out? C'est un complément de prix en fonction de critères de performance. D'après. Exactement. Et donc, c'est très bien. Tous ceux qui font du build-up ou des reprises de sociétés font ça. Et je dirais, dans 3/4 des cas, ces earn-out sont renégociés. Peut-être même plus que 3/4. Parce que, après X mois, les anciens dirigeants soit sentent qu'ils ne vont pas y arriver, soit se disent mais non, parce que finalement je dois faire autre chose, soit plein de bonnes et de mauvaises raisons. Et c'est fatigant. Donc ce que tu veux dire, c'est que pour qu'eux touchent leur montant, on se met un objectif à 100, et après ça, eux, il y a une négociation souvent des gens qui ont été rachetés de négocier à la baisse cet objectif-là pour toucher leur note. C'est rarement à la hausse. Hein. Et donc, d'accord. De renégocier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça prend un temps. C'est même pas dire on va passer de 100 à 80, parce que si c'est ça, on leur dirait non. C'est dire ouais, mais cet objectif sur le chiffre d'affaires, c'est pas bon, parce qu'il faut faire sur un autre chiffre d'affaires, ou il faut faire sur une autre région, où tu comprends. Enfin, ils ont toujours des bonnes raisons. Hein. Où il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Ouais. Mais il y a eu le Covid. Oui, mais il y a eu le Covid. Alors quoi, nous on a payé l'argent, hein, donc. Ok, ouais, pas mal, c'est ça qu'on veut entendre. Mais il faut comprendre, et donc ils comprennent bien quand ils signent, mais après quand ils ont signé, ils comprennent plus. Mais donc leur note, c'est quoi? C'est on a un asset qui vaut selon nous 10 millions. Et le vendeur dit non, c'est 15 millions. Et on lui dit non. Et puis il nous dit mais si, parce que la croissance. Regarde, je vais faire ça comme croissance, et on lui dit, bah oui, si tu arrives à cette croissance-là, ça vaut vraiment 15 millions, t'as raison. Donc, on va te dire, on te donne 10 millions aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, ça vaut 10 millions, mais si tu arrives à faire ta croissance, ça vaudra 15 millions, donc on paye 15 millions. Et donc, qu'il y ait le Covid ou pas, on s'en fout. Puisque on a payé les 10 millions, donc on a payé ce que ça valait avant le Covid, on a la croissance pour arriver à ces 15 millions, c'est pas ces montants-là, mais enfin, peu importe. Covid ou pas Covid, soit tu y es, ça vaut 5 millions de plus, soit tu y es pas, et on a payé le prix juste. Donc il n'y a pas d'excuse pour les earn-out. Jamais. L'earn-out, c'est vraiment un complément de prix quand la boîte a augmenté de valeur. Si, pour n'importe quelle raison, cette augmentation de valeur n'arrive pas, l'earn-out n'est pas dû, en fait. C'est ça, en tout cas, c'est la base, c'est le principe d'un earn-out. Et donc, renégocier ça, c'est fatigant, et ça arrive presque tout le temps, donc c'est étonnant en fait. Réflexion quand même, mais ça arrive tout le temps. Mais ça arrive tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, hein, nous on le sait, donc on est très fort pour designer des earn-out, on est très fort pour
les expliquer, on est très fort et on est très fort aussi pour les renégocier derrière. Donc on perd pas notre boussole, pas de souci. Ça, c'est vraiment pour les prochains qui seront rachetés. Faites pas les malins. Après, il y a un earn-out et c'est. Non, mais il faut suivre. on est 100% transparent. Et donc, mais voilà, il faut comprendre que c'est simplement pour payer la nouvelle valeur de la boîte, qui n'est pas encore réalisée. Ok. Alors, question très importante. Le chiffre doit être très très juste. Dans 3 ans, il y a combien d'employés chez Fissi et combien de rachats ont été faits? Montrez votre réponse. Ah, tu vois l'ambition. On voit que l'ambition est plus importante de l'autre côté. 2500 collaborateurs, toi 1200. 1200 et 8. Oui, rachats. Voilà. 15 rachats. Donc à peu près, oui, 3 par an. Oui. C'est ambitieux. Voilà. L'année prochaine va être. Ça sera 10 à la dernière année, mais c'est ça quoi. Donc ça, c'est l'ambition que tu portes. C'est ce que ton CA voit comme objectif. Pour être tout à fait honnête, plutôt à 4 ans, voire 5 qu'à 3. Mais on a un plan à 5 ans qui est assez clair. On va arriver à 250 millions, ce qui correspond à peu près à 2500 collaborateurs. 250 millions de chiffre d'affaires. Ok. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas Ce qui mal. nous transformerait vraiment en leader européen de fait. Et donc pour moi, 250 millions, ça fait grosso modo 2500 personnes, peut-être un peu moins. Mais on est dans ces eaux-là. Et pourquoi est-ce que je veux faire les rachats et arriver à ce nombre-là avant les 4 à 5 ans qu'on s'est fixé avec le board? C'est pour simplement qu'on ait le temps de bien intégrer les produits, etc. Et d'arriver à 5 ans avec une boîte qui soit peut-être qu'on puisse mettre en bourse ou des choses comme ça. Ah, on en parlait. On en parlait. Dans 5 ans, petit IPO quoi. Petite quoi, une grande. On verra. Oui, on verra. Non, mais je parlais de... On va pas s'engager sur une chaîne YouTube, ça on est d'accord. Mais... Non, mais je parlais de notre président Yann Ivar, qui a travaillé chez Visma, donc qui est une boîte qui vient de se vendre à un private equity pour 16 milliards d'euros, donc c'est quand même une grosse entreprise. Et il m'a dit qu'il était toujours, enfin, eux étaient toujours prêts à faire une IPO, toujours prêts, mais ils l'ont jamais faite, parce que ça n'a jamais été finalement nécessaire, ou ça n'a jamais été peut-être le bon moment, mais par contre ils étaient prêts à le faire, et ça leur ouvrait une porte de financement complémentaire. Et donc je pense que ça c'est la bonne approche. On verra bien quel est le mieux pour FICI, pour les collaborateurs, pour les clients. Est-ce que c'est l'IPO, ou est-ce qu'un fonds ne peut pas subvenir à nos besoins, ou encore accélérer le projet par la suite, on verra bien. Quel est le département qui va devoir le plus booster pour arriver à cet objectif-là? Voilà. Je mets le texte complet de ce que Cédric a mis. C'est marketing tous les deux. Robert, pourquoi? C'est marketing. Je crois que c'est ça le vrai défi dans ce que nous faisons. Faire un produit, c'est relativement simple. Faire la vente, c'est compliqué. Ça, c'est le point de vue d'un développeur, bien sûr. Mais je m'excuse. Mais donc, c'est le vrai défi. C'est de faire en sorte que le nom FICI devienne un nom bien connu. Que quand les dirigeants d'entreprise ou quelque part dans une entreprise, quand on a besoin d'un CRM, qu'on ne pense pas uniquement à Microsoft ou Salesforce, mais qu'on pense également, surtout en Europe alors, à FICI. C'est ça le grand défi, je crois. Si nous arrivons à faire ça, alors on aura réellement réussi. Oui, je pense que c'est souvent un manque dans les entreprises européennes. Souvent, ils ont des produits qui tiennent la route par rapport aux concurrents américains. Mais il y a moins d'agressivité ou de volonté en sales and marketing. Et c'est souvent là que les Américains font la différence. Et c'est dommage, parce que ça coupe le marché d'une panoplie de produits qui sont vraiment très bons. C'est ça qu'on va essayer de positionner sur la carte. Ok, beau défi. Vous devez investir dans une start-up en Belgique. C'est laquelle? Une start-up en Belgique dans laquelle vous voudriez investir? Je pourrais dire, j'aime bien les gars de Proxyclick, mais est-ce que c'est une start-up? C'est plutôt une scale-up. Oui, mais on prend. Okay, bon, Proxyclick. Tu peux mettre Proxyclick qui est comme... On retourne, mais c'était pas ça. C'est pas ça. Et donc, moi, j'ai mis l'entreprise de Jane Murphy dans laquelle j'ai investi, donc je ne peux pas réinvestir, qui est une entreprise qui aide les entreprises étrangères à respecter le GDPR en Europe, donc qui est dans une niche légale pour
qui concerne l'article 12 du GDPR, comme quoi les entreprises étrangères doivent avoir une représentation ici en Europe pour ça. C'est une toute petite start-up, mais qui marche du tonnerre, qui est dirigée par Jane Murphy, que je salue au passage s'il écoute, et qui vraiment qui marche vraiment bien. Ils font ça super bien, et c'est vraiment une chouette petite aventure, quoi. Ok. Donc ça, c'est celle qui est fait, des proxy-clics. Proxy-click, je trouve que le contrôle de l'accès des bâtiments est préhistorique, partout dans le monde, inadapté à des entreprises comme la nôtre, par exemple. Donc nous, on a 18 bureaux dans 15 pays différents. Je suis censé me balader avec 18 badges, ou des petits Drupal ou des petits machins comme ça. C'est complètement, c'est du gaspillage, de plastique, d'équipement, c'est des trous de sécurité parce que les bases de données de ces trucs sont pas mis à jour, les badges se perdent, se volent, etc. Donc il y a trop de sécurité, pollution inutile et encombrement dans les sacs de grands voyageurs comme moi. Je pense que là, ils font pas que ça, Proxy, mais en tout cas, d'avoir du contrôle d'accès centralisé pour les bureaux, je trouve que ça, c'est une chouette niche. Moment le plus dur que vous avez vécu dans l'entreprise? Pas entre cofondateurs, donc dans l'entreprise, le moment le plus dur? Pour moi, c'est donc la période aux alentours de 2008. On avait une entreprise quand même assez jeune, fondée en réalité en 2006, donc avec un produit qui existait depuis 2006. Et alors, la crise financière est tombée et nous a mis en difficulté, vraiment. On a quand même vécu 2 ans très très difficiles, avec 2 années fiscales avec des résultats pas très bons. Et donc, clairement, on est sorti alors de cette période. Et après, maintenant, on peut considérer que ce n'était pas si grave que ça, mais je me souviens qu'à l'époque, on se posait des questions si réellement on allait pouvoir continuer, parce qu'on avait vraiment des difficultés. Et finalement, ça ressemble un peu à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, mais en 2018, c'était 10 fois plus important en termes d'impact sur l'économie et aussi en termes de durée. Donc, avec Covid, on a eu, je dirais, 6 mois difficiles l'année passée, je dirais entre mars et septembre. En 2018-2019, c'était presque 2 ans, 18 mois. 2008-2009. Ou c'était 2008-2009, c'était 2 ans. C'est à peu près 2 ans que réellement toute l'économie était par terre. Et que donc, voilà, c'était pour nous réellement... Et qu'est-ce qui fait dans ces moments difficiles comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu peux continuer, que les choses... il ne faut pas trop réfléchir, il faut juste ramer. On est dans la tempête et il ne faut pas se poser des questions et commencer les débats, il faut ramer. Okay. Et espérer de voir la fin de la tempête ou la fin du tunnel, en fonction de l'imagerie qu'on utilise. Mais... Donc voilà. Donc vous avez ramé, quoi. Et on a ramé, et voilà. Ok. On est sorti du tunnel. Et donc toi, la grande surprise de tout le monde, c'est la ONSS. C'est ça. Parce que ça c'est le stress maximum, quoi. C'est ça? C'est quand même stressant parce qu'effectivement on se met en défaut pour des responsabilités très graves des administrateurs. Donc c'est vrai qu'on parle toujours des exemples de startups qui ont réussi, etc. Mais si on ne paye pas le NSS, c'est potentiellement gravissime au niveau privé pour les administrateurs de la société. Donc c'est vrai que c'était un grand risque et donc ça m'a marqué. Ouais. Un grand risque privé et d'entreprise. Et c'était pendant cette période-là? C'est en 2010, c'était pas en 2010. Okay. C'était suite au rachat où on était ric-rac. Okay. Quand t'es parti, quoi. Voilà, Robert était plus là, donc c'était panique à bord. Robert est parti, on ne peut plus l'ONSS. YOLO, on va remettre ce passe demain. Ouais, on a été tout de suite chez Mercedes, chez Ferrari, pardon. On dépense tout. C'est vrai qu'un salaire de CTO qui s'en va, ça redonne de la marge. Tout de suite. C'est sûr. Le moment le plus heureux, attention, un moment concret. Le moment le plus heureux que vous avez vécu chez Fici. Il faut le noter toujours, ne pas le communiquer à l'autre avant. Donc j'ai mis 2006, en fait, c'est cette présentation au grand public du produit. C'est comme j'avais bossé pendant plus d'1 an, jour et nuit. C'était réellement un grand événement pour moi et clairement la fin, aussi le début de quelque chose, mais la fin d'une période très, très intense et donc voilà, c'était probablement un des moments les plus heureux
de ma carrière chez FIC. Ok, merci. Moi, j'ai marqué 2 moments, je me suis permis. Oui. J'ai marqué un moment le plus heureux qui était quand j'ai gagné Belfus comme compte. C'est le dernier compte que j'ai signé moi-même en tant que sales. Et c'était 10 000 utilisateurs, on n'avait jamais fait ça. Et on faisait à l'époque 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le contrat était de 2,5 millions, donc pour donner une idée de... Enfin, le contrat, c'était sur plusieurs années. Hein, et pour la première fois, on a eu une entreprise où être belge n'était pas vu comme une tare ou comme un désavantage. Et franchement, c'est un truc que j'ai toujours retenu. D'ailleurs, maintenant, ils sont devenus notre banquier et on s'entend toujours bien. Ils sont toujours utilisateurs chez nous. Mais c'est vraiment... c'est ce qu'ils communiquent, hein, qu'ils sont la banque belge, etc. Mais c'est vrai dans les faits. C'est la première fois que j'ai senti qu'on était légèrement avantagé. Alors, il a quand même fallu qu'on se batte contre les Américains, mais on n'était pas désavantagé parce qu'on était belge. J'ai vraiment apprécié ça, et pour moi, voilà, c'est la dernière vente que j'ai fait en tant que commercial, c'était arrêter cette partie-là de mes activités en beauté. C'est sûr que tu aurais mis ING, on aurait été un peu surpris. C'était ton non, des contrats signés. C'était plus compliqué. Oui, on va dire comme ça, c'était plus compliqué. Et j'ai un autre souvenir, mais qui n'est pas le meilleur souvenir, mais qui est le plus fou. C'était, et quand on demande à tous ceux qui ont participé, ça reste un souvenir bien ancré chez les collaborateurs, c'est le catamaran qu'on a fait à Ibiza. Donc on avait invité toute la boîte, on était 200 à l'époque à Ibiza, on était 130, 140 du voyage, et on a mis tout ce beau monde, tous ensemble sur un catamaran, qui a fait aller-retour Formentera et retour à Ibiza la nuit, avec de la musique disco sur le bateau, etc. Et on a dansé là-dessus. Enfin, c'était... On se met 100 personnes dans un catamaran. Ouais. Ok. Je suis invité à la prochaine. Je suis content. Tu veux faire des... Je crois qu'effectivement tout le monde a conservé un souvenir. Tous ceux qui étaient là s'en rappellent, et c'était vraiment... c'était magique, en fait. Et ça a aussi été quelque chose qu'on a forcé, parce que les organisateurs de l'événement voulaient nous mettre sur 2 katas, et puis on a dit non, est-ce qu'on peut pas plutôt mettre tout le monde sur 1? Et finalement on a fait ça sur 1, et c'était vraiment un très très beau souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est gamifié, ça, donc c'est mérité, la retraite de l'année. Donc quand ça se passe moins bien, on ne va pas à Ibiza, quoi. Quand ça se passe pas bien, on va à Ibiza, mais à Bruxelles-Plage. Ouais. C'est une petite friterie qui s'appelle Ibiza. Enfin, on fait effectivement un grand jeu de fin d'année qu'on appelle le End of Year Challenge, et en fonction des résultats de ce challenge, soit on part loin et on fait un truc fou comme on a fait cette année-là, soit on fait un truc un peu moins fou. Soit on va à Berlin comme j'ai vu là, quoi. Mais Berlin, c'était pas mal non plus. Waouh. Donc ça peut être Tongres, tu veux dire, ça peut être Tubize. Voilà, ça peut être et même quand c'est Tubize, on a fait une année, on a fait au Val d'Arimont en Belgique, et finalement, malgré que c'était presque une punition parce qu'on n'avait pas réussi le challenge pour aller à Miami, par exemple. Malgré ça, c'était vraiment une super année, et on s'est vraiment... ça reste aussi, pour ceux qui ont participé, je pense pas que Robert était là, mais pour ceux qui ont participé, ça reste aussi un des plus beaux souvenirs. Pas aussi fou que ce catamaran, parce que là, vraiment, on était... mais ça reste... voilà, il y avait des soirées déguisées, des soirées où tout le monde a fait à manger du pays d'origine où il était. Donc c'est vraiment un truc qui a très très bien marché aussi. En tout cas, tu prépares déjà très très bien le prochain internat, ce qui va se passer l'année prochaine. Ah oui, on va attaquer. Prochain, c'est soit le ski, soit le ski à Bruxelles. Donc, si tu as des magasins à me conseiller... 2500 personnes, 15 acquisitions, si je me rappelle bien, c'est tout ce qu'on souhaite à FIC. Co-founder depuis 20 ans. Je pense que c'est la première fois qu'on est genre depuis si longtemps ensemble. Souvent, les cofondateurs disparaissent en 20 ans. Il y a des départs. C'est en tout cas la première fois qu'il y a un cofondateur qui fait une petite pause de 7 ans et qui revient. Incroyable. Ça, c'est vraiment fou. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Robert, la dernière question sera pour toi, mais je demande déjà aux gens vous abonner, vous commenter. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner à une chaîne comme la nôtre? Parce qu'à mon avis, ça peut donner quelques bons exemples, et ça peut former les ambitions
Parce que pour moi, c'est ça qui manque en Belgique, c'est parfois l'ambition. Et j'en étais coupable également, et Cédric un peu moins, mais de dire, OK, pourquoi pas viser grand? Et je crois que si ce message est passé à travers ces discussions, je crois qu'on a bien fait notre boulot. Il faut viser grand ici. T'es d'accord? Ah oui, 100%. Moi, j'ai été inspiré comme ça par des entrepreneurs qui sont venus, je ne vais pas dire pitcher, mais qui sont venus expliquer leur métier, leur entreprise quand j'étais rhétoricien. Et je pense que c'est un juste retour des choses si je passe un peu de temps à essayer de motiver. C'est même pas motiver, je pense qu'il faut être très motivé, il faut avoir une grande motivation interne intrinsèque pour faire ce qu'on fait. Mais simplement de dire aux gens qui sont intrinsèquement motivés, c'est possible, c'est à la portée de tout le monde. Peut-être pas de tout le monde, mais si vous êtes bien motivé et si vous avez des ambitions, si vous avez des compétences, si vous avez des bons collègues, vous pouvez vraiment arriver à faire des grandes choses. Ça, c'est beau, ça. Et qui dit ça aussi? J'imagine ton mentor, Steve Jobs, ma coupe de cheveux, dans le petit col roulé. Ah non, d'habitude j'ai pas un col roulé, mais c'est parce que Laetitia m'a dit tu ne peux pas mettre de costume, alors je suis venu sans costume. Nickel. Merci beaucoup, que tout se passe bien pour FICI dans les prochaines semaines, prochaines années. Vous abonnez, vous likez, vous commentez. Alors qui a été le plus honnête, qui a le moins triché des deux? Et c'est que Robert a bien fait de revenir, ça c'est vraiment, on vous laisse nous dire ça dans les commentaires. A plus, merci beaucoup. Merci Thierry. Merci Thierry.